Il est exactement 18h sur les antennes de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition dominicale. La Maison des Jeunes de Katy a abrité ce samedi 27 décembre 2025 la soirée dénommée Vacances Olympiques Katy 2025. C'est une initiative de l'association Katy Sport Events présidée par M. Isiaka Diakité. L'événement a réuni autorités administratives et sportives, dont le directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des partenaires et sponsors. Le reportage avec Mehdi Awakebe et Abdoulaye Sokodogo. Dans le cadre de la promotion du sport, de la cohésion sociale et de l'engagement citoyen des jeunes, la ville de Katy a abrité du 13 juillet au 26 septembre 2025 le programme Vacances Olympiques Katy 2025. Une initiative de l'association Katy Sport Events qui a mobilisé la jeunesse des 4 communes, Katy, Kambila, Djago et Dio. Objectif: promouvoir les valeurs olympiques, offrir un cadre sain aux jeunes pendant les vacances scolaires et favoriser le développement du sport de masse ainsi que la détection de nouveaux talents. Pour clôturer l'année, une grande soirée gala a réuni partenaires, autorités et acteurs sportifs. L'organisation de dîner gala là, ça vient à renfort des activités qu'on avait posées pendant les vacances. C'est juste une cérémonie pour récompenser nos élites. Katy Sport Events, c'est une association de jeunes volontaires qui ont décidé de venir en aide à leurs amis, à leurs frères, à leurs sœurs, parce qu'on a constaté que pendant le mois de vacances, on n'avait rien à faire. Il n'y avait pas d'activité. Bon, ce sont ces manques d'activité-là qui fait tomber les jeunes dans l'alcool, dans les drogues et voir autre chose encore. Voilà la raison pour laquelle nous, on a réfléchi, on a décidé de mettre une activité en place, l'activité qu'on a trouvée, et ça c'était les vacances olympiques. On a fait un programme, un plan d'action 2026, dont on a ajouté le programme éducation, et puis un programme de formation qui concerne les motocyclistes. On va leur faire au code de la route, et puis essayer de les faciliter l'obtention de permis de conduire aussi. En plus de ça, il y a encore une formation qui concerne le secourisme. Bon, après le secourisme, il y a un concours d'excellence. Les récipiendaires expriment leur satisfaction et saluent l'initiative. Satisfaction, c'est d'abord je remercie l'association des Events Sport de Katy. Toutes les disciplines, que ce soit les baskets, handball, volley, athlétisme, ils ont organisé ça pendant les vacances. Donc vraiment, je ne fais que remercier l'association des Events Sport de Katy qui œuvre toujours pour l'épanouissement du sport à Katy. Je remercie beaucoup, surtout le président précisément Isiaka Diakité. Il y a eu l'initiative d'organiser ces genres d'activités pendant les vacances pour permettre aussi la jeunesse d'éviter les drogues et les promenades inutiles. Les vacances olympiques contribuent à l'épanouissement de la jeunesse et à la lutte contre la drogue. Les autorités réaffirment leur accompagnement. Je suis là pour représenter Monsieur le ministre et aussi je suis natif de la ville, donc je ne peux pas rester en marge d'un tel événement qui magnifie les sportifs, qui magnifie ceux qui sont en train de promouvoir le sport à Katy, qui magnifie les bonnes pratiques au niveau de la jeunesse, les bons comportements, et qui parle d'instruction civique et de construction citoyenne. C'est préparer la jeunesse à prendre la relève. Et pour assurer la relève, il faut des jeunes conscients, des jeunes formés et des jeunes qui savent que veut le Mali, où le Mali veut aller et qu'est-ce que le Mali attend de sa jeunesse de demain. Donc avoir une organisation citoyenne, volontaire, qui se met à cette tâche, le ministre de la Jeunesse et des Sports, à travers ma personne, qui m'a chargé de venir le représenter et de venir aussi remercier cette organisation. Nous sommes au courant de ce qu'elle fait, nous les saluons pour cela. Je vois les effets en tant que citoyen
à Kati. Tout ce qu'ils font, le sport est fédérateur et ils sont multidisciplinaires aussi, ils sont dans toutes les disciplines. Ils nous soulagent parce qu'ils font au niveau communautaire, au niveau local, ce que nous envisageons de faire. Donc nous, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, nous ne pouvons que les encourager et les assurer que nous serons à leur côté. À travers ce dîner gala, l'association Kati Sport Events a honoré anciens et nouveaux sportifs, toutes disciplines confondues. Une initiative saluée pour son impact citoyen et sportif. Présentation des rapports moraux et financiers 2025, annonce des perspectives du plan d'action 2026 et remise des distinctions aux partenaires et sponsors, exécution de l'hymne national et prestations d'artistes ont été les temps forts de cette soirée. L'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes. L'association Djonti l'Abandon de l'arrondissement 1 a organisé une activité sportive en collaboration avec l'association Sigida Yele du Mali. Et ce, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. C'était ce samedi 27 décembre 2025 sur le terrain de foot de Boulkasumbougou Kouloubleni, en présence notamment du parrain M. Abdou Koulibaly et du président de la Fédération libre des personnes handicapées, M. Issa Kamara. On en sait plus dans ce reportage signé Lala Kouyaté et Fousseni Keita. Cette journée célébrée chaque 3 décembre à travers le monde vise à promouvoir les droits des personnes vivant avec un handicap. C'est dans ce contexte que l'association Djonti l'Abandon de l'arrondissement 1, en étroite collaboration avec l'association Sigida Yele du Mali de M. Abdou Koulibaly, a procédé pour la 5e fois consécutive à cette cérémonie sportive en honneur des personnes vivant avec un handicap. Pour la circonstance, plusieurs disciplines sportives étaient au rendez-vous, notamment un match de football qui opposait l'équipe de l'association Djonti l'Abandon à l'équipe des personnes de petite taille. En magnifiant cette journée, l'objectif visé, c'est d'abord de sensibiliser la communauté, la population sur le handicap, qui n'est ni une malédiction ni une fatalité. C'est pour montrer à tout le monde que le handicap, la personne vivant en situation de handicap, peut se mouvoir, peut être utile dans la société. Surtout à l'endroit des autorités, c'est de demander de faire plus d'efforts par rapport aux personnes vivant en situation de handicap, parce que vous savez que lorsqu'on vit en situation de handicap, on est socialement défavorisé à cause de ce handicap. Donc l'État, à travers une loi, a déjà fait grandes choses, mais nous demandons encore plus d'efforts pour que les personnes vivant en situation de handicap puissent dans leur communauté être utiles. L'intégration avec la population, ça va de mieux en mieux parce que vous savez d'abord nos familles sont nos premiers soutiens. Ensuite, au sein de la communauté, à chaque fois que la personne vivant en situation de handicap est présente, on prête attention à lui, alors on essaie de le guider. Et lorsqu'il y a une opportunité d'emploi ou tout ce qu'on peut faire pour lui, on tend la main. C'est une des valeurs sociétales du Mali. Nous venons de prouver tout de suite qu'une personne de petite taille ou une personne en vivant en situation de handicap physique peut bel et bien jouer au football. Alors cela nous permet, nous aussi, de nous sentir comme des citoyens à part entière, de pouvoir faire savoir aux gens que le handicap ne constitue vraiment pas un frein quant au développement personnel d'une personne. Ce parrainage de M. Abdou Koulibaly est le fruit d'un partenariat fécond entre son association et celle de Djonti l'Abandon. Outre la célébration de cette journée, l'association Sigida Yele du Mali accompagne cette couche dans le cadre de son autonomisation, notamment la formation en saponification. Le parrain, dans son intervention, a toutefois invité l'ensemble des bonnes volontés à soutenir ces personnes souvent victimes d'exclusion sociale. Vous savez, le 3 décembre de chaque année est dédié à des personnes en situation de handicap. Donc, en tant que partenaire, nous célébrons ensemble chaque année. Et en tant que partenaire, nous, Sigida Yele, nous sommes contraints, nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de les soutenir pour magnifier leur journée. Donc nous sommes à notre 5e édition, nous célébrons ensemble. C'est des gens, ils sont formés en saponification. Ils ont leur atelier, donc ils sont autonomes. Ils travaillent dans les 12 mois de l'année de travail. Donc moi, ça me va droit au cœur, vu qu'ils sont autonomes, grâce à notre association Sigida Yele, grâce à notre formation. Donc je suis très fier d'eux. Je lance un appel à l'endroit de la population malienne, surtout des personnes de bonne volonté, de venir en aide aux associations, disons, Mali.
C'est des personnes en situation de handicap, donc ils sont normaux comme nous, mais juste ils ont des handicaps quelque part. Donc ils méritent d'être soutenus, d'être accompagnés dans leur activité. Rappelons qu'au terme du match de football, c'est l'équipe de l'association Djonti Labandon qui remporte le premier prix, remis par le parrain de la cérémonie, M. Abdou Koulibaly. Actualité dans l'espace AES, le Niger suspend l'octroi de visa aux ressortissants américains par mesure de rétorsion diplomatique. Ces mesures de représailles à l'encontre des États-Unis interviennent en réponse aux nouvelles décisions de l'administration Trump. Moussa Fomba nous en fait le commentaire. En réponse à l'inscription du Niger sur la liste des pays interdits d'entrer aux États-Unis, les autorités nigériennes ont annoncé le 25 décembre la suspension immédiate et permanente de la délivrance de visas aux citoyens américains. Cette mesure de réciprocité confirme la dégradation des relations entre Washington et Niamey, faisant suite à la décision des États-Unis d'interdire l'accès à leur territoire aux ressortissants nigériens. Le Niger a suspendu à son tour toute délivrance de visas aux citoyens américains. Fondée sur le principe de réciprocité, cette mesure intervient après que les États-Unis ont inscrit le Niger sur la liste des pays dont les ressortissants ne sont plus éligibles à l'obtention d'un visa américain en vertu d'un décret signé par l'administration Trump le 16 décembre. Cette décision s'inscrit dans une dynamique d'affirmation de la souveraineté nationale et reflète l'évolution de la politique étrangère de Niamey à l'égard de ses partenaires internationaux. Les autorités nigériennes ont ainsi annoncé ce jeudi l'interdiction totale et permanente de délivrer des visas d'entrée aux citoyens américains, ainsi que leur interdiction d'entrer sur le territoire national pour une durée indéterminée. Cette mesure est entrée en vigueur dès sa publication. L'administration américaine a considérablement durci sa politique migratoire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une nouvelle proclamation présidentielle publiée le 16 décembre porte à 39 le nombre total de pays soumis à des restrictions d'entrée aux États-Unis. Parmi eux, 19 pays sont frappés d'une interdiction totale de visa, dont le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Soudan du Sud. Une vingtaine d'autres pays majoritairement africains font l'objet de restrictions partielles. Washington justifie ces mesures par des préoccupations liées à la sécurité nationale, notamment le taux élevé de dépassement de durée de séjour et l'insuffisance de coopération en matière de partage d'informations sécuritaires. Les nouvelles restrictions entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Sans transition, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Uranium nigérien, Niamey rejette toute rhétorique qui assimile à un vol l'exercice de sa souveraineté sur une ressource nationale. L'État nigérien applique strictement sa réglementation minière en toute souveraineté et a décidé de sévir contre tout partenaire qui ne la respectait pas, a déclaré le ministre en charge des mines, Ousmane Abarchi, lors d'une conférence de presse consacrée au litige opposant Niamey et le groupe français Orano concernant l'uranium du site de la Somaïr. Selon le ministre, les données consolidées sur plus de 50 ans révèlent un déséquilibre systémique dans la commercialisation de la production de la Somaïr. Orano Mining n'a pas réglé les taxes en 2025, a-t-il ajouté, précisant que le montant total de la redevance superficiaire et des pénalités a été estimé à 4 381 millions de francs CFA. D'après le ministre de la Justice, Aliou Daouda, également présent à la conférence de presse, le contrat entre Niamey et Orano s'analyse en un droit d'exploitation conditionné et non une propriété du sous-sol nigérien, lequel demeure l'attribut souverain de l'État du Niger. Le Niger applique à bon droit sa réglementation minière en toute souveraineté, y compris en cas de non-respect par le concessionnaire des obligations mises à sa charge, consistant notamment dans la protection de l'environnement et les activités de surface selon lui. Présidentielle en Guinée, des mesures exceptionnelles de sécurité en vigueur, les frontières terrestres et maritimes du pays sont fermées selon un arrêté du ministère de l'administration territoriale. Le trafic aérien est suspendu entre 5h et 20h. La circulation de tous les véhicules est également interdite sur l'ensemble du territoire national de 6h à 18h, à l'exception des véhicules électoraux et de sécurité. Les attroupements non autorisés autour des bureaux de vote sont proscrits, tout comme le port d'armes dans les périmètres électoraux.
Incident déjoué, le 27 décembre, la veille de l'élection présidentielle, les forces de sécurité guinéennes ont neutralisé un groupe armé ayant des intentions subversives, menaçant la sécurité nationale, selon un communiqué du poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure. L'intervention a eu lieu dans la banlieue de Conakry. Près de 6,8 millions d'électeurs étaient attendus ce 28 décembre aux urnes pour choisir entre 9 candidats, dont le dirigeant actuel, le général Mamadi Doumbouya. Reconnaissance du Somaliland par Israël, la Ligue arabe tient une réunion en urgence demandée par la Somalie. La réunion se déroule à huis clos. Au niveau des représentants permanents, rapporte un correspondant de Sputnik. L'objectif est de réaffirmer le rejet sans équivoque par les pays arabes de toute mesure ou décision unilatérale susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Somalie et à son intégrité territoriale, selon un communiqué de l'organisation. Les actions d'Israël témoignent d'une politique agressive visant à saper la légitimité des États, à s'aimer le chaos et à soutenir les mouvements séparatistes, selon le représentant de la Somalie auprès de la Ligue arabe, Ali Abdi. La Somalie ne participera à aucune initiative visant à déplacer de force le peuple palestinien de ces terres, a-t-il fait savoir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, de son côté, doit se réunir en session d'urgence afin d'examiner la décision d'Israël de reconnaître le Somaliland, alors que l'on s'attend à ce que plusieurs membres critiquent cette initiative. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi pour une session urgente à la suite de la reconnaissance par Israël de la République du Somaliland, a déclaré samedi l'ambassadeur israélien auprès de l'ONU, Danny Danon, sur le réseau social américain X. Dans la foulée, il a ajouté « Nous ne nous déroberons pas aux discussions politiques ». Par ailleurs, cette décision a suscité de vives critiques de la part de plusieurs pays d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que de la Turquie et du Pakistan. De plus, l'Organisation de la coopération islamique, l'Union africaine et l'Union européenne ont également condamné cette démarche, la qualifiant de violation de la souveraineté de la Somalie. L'expert allemand en sécurité Peter Neumann s'est montré sceptique quant à la rencontre prévue en Floride entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, estimant qu'elle a peu de chances d'aboutir à une avancée significative pour l'Ukraine. M. Neumann a souligné que Trump ne considère pas Zelensky comme un partenaire égal. Pour lui, l'Ukraine n'est qu'un obstacle à la normalisation des relations avec la Russie, le véritable objectif géopolitique de Trump, a-t-il déclaré au journal Bild. Par conséquent, il doute que cette rencontre aux États-Unis permette de réaliser une avancée majeure en faveur de l'Ukraine. Neumann estime que la rencontre pourrait être considérée comme un succès si Zelensky parvient à faire comprendre à Trump l'étendue des concessions que l'Ukraine est disposée à faire. Selon l'agenda de la Maison-Blanche, Trump devrait rencontrer Zelensky en Floride dimanche. Sport football dans ce journal, la troisième et dernière journée des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations opposera le Mali aux Comores le lundi 29 décembre 2025 au stade Mohamed V de Casablanca. C'est dans cette optique que le sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saint-Fit, a animé une conférence de presse. Pour la circonstance, il était accompagné de Amari Traoré. Devant les journalistes, les Aigles se sont montrés confiants face à une équipe comorienne qu'ils ont battue à 2 reprises. Depuis le royaume chérifien, notre envoyé spécial, Youssouf Koulibaly. Normalement, on ne peut pas parler beaucoup de stratégie pour le match avant le match, c'est clair. C'est aussi pour Comores. Je joue 2 fois contre Comores. 2 fois, ils ont joué avec 4-3-3. Ici, aucun contre Zambie et contre Maroc. Comment on a choisi de jouer avec 5 défenseurs, position notamment celle de 3-5-2. On ne sait pas qu'est-ce que Stéphane va faire pratiquement, et c'est le même pour Stéphane. On a joué contre Zambie différent contre Maroc. On a fait 2 matchs nuls. On a beaucoup de bons joueurs. Les spectateurs, l'adversaire et les journalistes pour voir demain quelle est notre stratégie. Et Inch'Allah, c'est la meilleure stratégie pour un bon résultat. Mais ça va être pas facile. Parce que je connais Stéphane comme un bon entraîneur qui va créer un système pour neutraliser notre qualité.
Il est très dangereux dans le contre-attaque avec Rafiki, avec Selemani et les autres joueurs. J'ai travaillé longtemps passé avec Dakar et en club en Belgique, je connais lui personnellement. J'ai beaucoup de respect pour Comores et quand le match commence, on va voir qu'on a pris les meilleures visions, peut-être qu'on va changer des choses au premier mi-temps, au deuxième mi-temps, mais ça va être vraiment là. C'est bien que Comores va gagner ce match, parce que quand Comores est suffisant de match nul, quand Comores n'a pas de chance de qualifier, c'est différent. Maintenant, c'est pas nous voir aussi jouer offensif. Et ça peut aider nous pour créer plus d'espace. Donc, Inch'Allah, c'est le drapeau vert, jaune et rouge qui gagne le même. Oui, cette situation, c'est un peu exceptionnel. Quand on joue un match nul même, et Zambie perd contre Maroc, on est deuxième avec 3 points, on est déjà qualifié, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut. 3 matchs nuls dans le groupe, je vais être content d'être au deuxième tour, mais on est ici aussi pour confiance, pour victoire, aussi quand c'est difficile, parce que pour aller au deuxième tour, on a dit, l'ambition n'est pas le deuxième tour, l'ambition est plus grande que le deuxième tour. Donc pour moi, pour notre morale, c'est crucial qu'on va gagner ce match. On peut qualifier avec un match nul, oui, mais quand Zambie gagne au jour un match nul contre Maroc, il n'y a pas de garantie, donc c'est mieux qu'on donne notre travail. Et quand on gagne avec 3-0, et c'est pas facile, et Maroc perd un point contre Zambie, on est premier dans le groupe. Et on va aller au Rabat dans une position qui est créée pour Maroc pour rester jusqu'à la finale, parce qu'on sait la route du Maroc est plus facile jusqu'au final, rester au Rabat, jouer l'équipe de 3e dans le groupe, peut-être Tanzanie ou Ghana ou quelque chose comme ça. Et quand on est 2e, après la match hier, Nigeria en Tunisie, c'est normalement Tunisie ici, mais on ne veut pas être 3e parce que tu peux qualifier comme 3e, mais je pense dans cette situation, avec 3 points, ça va être difficile. Mais toujours va jouer contre l'Égypte. Maintenant, on va pas gagner, on va gagner. On a une autre séance de main, on a fait un très bon match de main, des problèmes. Sans doute pourquoi c'est un match de main, quoi que ce soit. On le respecte beaucoup. Voilà, on le respecte, on va les respecter en jouant. Après, l'année là-dedans, ils sont pas sur un très bon match. On les travaille et on va faire des trucs. Oui, je pense que le premier match, on a tout le sentiment qu'on doit gagner ce match. On a envie de jouer pour le victoire. On n'a pas marqué les buts au premier mi-temps. On a pris un penalty et incassé un but le dernier minute contre Zambie. C'est psychologiquement pas bien quand on commence un tournoi comme ça. Le deuxième match, tout a peu changé, c'est le même point, mais on a gagné un point pour la public, pour le moral, parce qu'on a joué contre le 4e de dernière Coupe du Monde, contre le Maroc, et dans une atmosphère fantastique. C'est bien psychologiquement comme ça, mais chaque match est différent. Chaque match est différent, et le plus psychologiquement, je pense qu'on a le sentiment qu'on est prêt, on n'est pas peur de comment, on respecte comment, on n'a pas peur de comment, mais c'est aussi quelque chose de très dangereux, parce qu'il a la limite d'être pas peur et d'être arrogant, c'est le plus dangereux. Et jouer ici, peut-être pour 5000 spectateurs, ça va être le pluie, le vent, froid. Quand on peut jouer pour 65 000 spectateurs, là-bas, c'est différent. Psychologiquement, c'est le domaine le plus important. Au pelouse, au papier, notre équipe est mieux que comment, au papier. Au pelouse, au théorie, on va être possible de gagner ce match. Mais dans notre tête, c'est l'élément le plus important. La psychologie de chaque individu qui va commencer, qui va jouer dans ce match, va déterminer un bon résultat ou pas un bon résultat.
Et c'est le travail de moi comme sélectionneur, c'est le travail de mes capitaines qui parlent avec les joueurs, et le travail de tout chaque membre du staff et de chaque personne individuelle. Parce que Comores, c'est un match très difficile. On va parler maintenant des joueurs qui vont jouer, on va parler maintenant de plus important, j'ai une sélection de 28 joueurs, très bons joueurs, chaque joueur a des qualités et peut faire quelque chose demain contre Comores. Et le système qu'on va jouer, on va voir demain, mais c'est clair que le monde qu'on commence le jeu, on veut le victoire, et l'idée, sans être arrogant, on veut le victoire avec quel début pour notre rêve de rester mais quand on gagne 1-0, on est qualifié, je vais être content. Quand on gagne 3-0, on est numéro 1 dans le groupe, je vais être content. Mais quand on ne gagne pas, je ne vais pas être content. C'est clair. Je suis venu aussi à la personne, ça n'a rien changé. Comme vous l'avez dit, à ce moment, je ne suis pas disponible sur le terrain, mais j'étais disponible en dehors du terrain, c'était bien de commencer à me frère. Et ça a été d'être là pour eux, pour accompagner l'équipe, c'est ça qui est important. Mais même si j'aurais aimé plus montrer l'exemple sur le terrain et en dehors, mais le plus important, voilà ce qui est ils acceptent et ça les fait avancer, c'est important. Voilà, c'est sur ces impressions des Aigles du Mali que prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à la régie, à toute l'équipe de production. Bonsoir.